L'heure est à la grande édition du journal sur Social Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue à tous et tout de suite, les sommaires. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point le gouvernement congolais et la mission onusienne. Une séance de travail a eu lieu entre Judith Souminois et Bintou Keïta. Éviter la propagation de la stigmatisation et division de la population congolaise destillée par l'ennemi de la République qui a pour but de fragiliser la population pendant cette période de guerre. C'est l'une des décisions de la réunion de sécurité présidée par le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur Social Télévision. Je l'ai dit dans mon sommaire, la chef du gouvernement congolais, Judith Tuluka Souminois, a reçu dans son cabinet de travail Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, le mardi 18 février 2025, au menu des échanges, la situation sécuritaire, humanitaire, ainsi que la prise en charge des éléments de FARDC qui se trouvent encore dans les locaux de la MONUSCO. Regardez. Le gouvernement souminois suit de près la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans l'est du pays. En cette période d'occupation illégale de cette partie du territoire par l'armée rwandaise et ses supplétifs de la coalition rebelle M23 AFC. C'est le sens de la séance de travail qu'a eu la première ministre avec la délégation de la MONUSCO conduite par Bintou Keïta, chef de la mission onusienne. Cette rencontre a connu la participation de quelques membres du gouvernement, à savoir le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le vice-ministre de la Défense et celui des Affaires étrangères. Les échanges ont tourné autour des questions humanitaires de plus en plus déplorables depuis l'occupation illégale de la province du Nord Kivu par le régime de Kagame et ses supplétifs du M23. Ils ont eu l'opportunité de discuter sur des questions principalement humanitaires qui concernent toutes nos populations et la province, plusieurs provinces où la MONUSCO est encore active en République démocratique du Congo, mais par la suite, ils se sont focalisés principalement sur les zones occupées, c'est-à-dire la ville de Goma et la ville de Bukavu. Et la problématique a tourné autour de nos hommes, nos FARDC, nos vaillants combattants, et notre personnel politique qui se trouve jusqu'à présent dans la ville de Goma, dans les locaux de la MONUSCO. Et il était question de se garantir mutuellement de leurs conditions, de leur prise en charge, de leurs droits, et surtout leurs droits conformément à la Convention de Vienne, aux droits humanitaires. Et je crois que l'échange était très positif, était fructueux. Il y a un travail de fond est en train d'être fait sur toutes ces questions. Je crois que les assises, les dernières assises au niveau de la sous-région aussi ont souligné cela, avec la rencontre des différents chefs d'état-major. Et nous, la République démocratique du Congo, son gouvernement est très préoccupé par la situation de tout son personnel, et surtout celui-là, ces FARDC et ce personnel politique qui se trouve dans les enceintes pour qu'ils puissent rentrer selon le droit international. La première ministre s'active pour pallier au plus urgent sur le plan aussi bien sécuritaire qu'humanitaire. Elle invite surtout tous les Congolais à se mobiliser dans ces combats contre les ennemis de la République démocratique du Congo, fort de notre capacité légendaire à la résilience pour un Congo uni, prospère et puissant. Autre chose dans ce journal, ça fait la une au sein de la population congolaise. La délégation de membres du gouvernement ayant séjourné récemment en Suisse aurait payé une chambre d'hôtel à plus de 50 millions de dollars américains, contrairement à ce qui se raconte. 85 $, c'est le prix d'une chambre d'hôtel où la délégation du gouvernement était logée. C'est ce qu'a fait savoir le ministre de Mines, Kizito Pakabombo, qui était dans cette délégation. Il l'a dit au cours d'un spécial briefing organisé par la ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, le 18 février 2025. Autre question.
qui relevait de la rumeur. Je n'étais pas à Davos, mon collègue y était, dans la délégation. Peut-être qu'il peut dire un mot, parce que lorsque nous vous disons qu'il y a un poison rwandais, qui est relayé malheureusement par beaucoup de Congolais, dans les stricts objectifs de discréditer le pays en cet état où nous devons être unis, il faut faire attention. Collègue, peut-être que vous pouvez faire un commentaire oui, quand vous y étiez. Oui, voilà. Donc, effectivement, c'est une rumeur qui a circulé et qui a été alimentée, comme vous venez de le dire, par ce poison. La délégation officielle de la République démocratique du Congo, présidence ainsi que les ministres présents, étaient logés à Badragas, c'est-à-dire à 1 heure de Davos. Nous ne nous sommes pas cachés. Aujourd'hui, cette rumeur dit que la délégation de la République démocratique du Congo était logée à l'hôtel Kelenov, je pense que c'était ça. Nous ne sommes pas cachés, nous étions à Badragas. Donc déjà, c'est un premier point, on va dire, de discrédit. Le deuxième point, c'est que quand vous avez dans vos applications, vous pouvez aller sur des applications de recherche de logement, vous tapez Kelenov Hotel, et vous allez voir que les chambres d'hôtel sont à $85. Donc je ne vois pas... Oui, mais je dirais... Ça, c'est ce qui est écrit dans ce document. Mais aller sur les vraies preuves qui sont celles qui sont affichées. Et enfin, les ordres de mission, une fois qu'ils sont signés, les états de somme sont faits, et cela est régi par les règlements au niveau du gouvernement. Et donc, les chiffres et les différentes rubriques sont bien connus. Et le Trésor sort cela pour l'ensemble des représentations qui sont, en tout cas des ministères, qui sont présents sur une mission. Donc, je dirais, il faut éviter de s'alarmer et de continuer. Parce qu'en fait, comme disait le collègue, celui qui relaie cette information, d'abord sans avoir vérifié, je viens de vous donner 3 raisons au minimum pour dire que ce n'est pas bon, puisqu'on sait, on a fait ça. Autre chose dans ce journal, évaluer la situation sécuritaire générale du pays, c'est le but de la réunion qu'a présidé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani, avec les différents services de sécurité sous sa tutelle. C'était le mardi 18 février 2025. Élisée Ouamara nous en parle. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani, a présidé le mardi 18 février une réunion sécuritaire avec tous ses services à son cabinet de travail. Objectif, évaluer la situation sécuritaire générale du pays. À l'issue de cette réunion, quelques mesures et dispositions sécuritaires urgentes ont été prises pour sécuriser les populations sur toute l'étendue du territoire. C'est de noter qu'il y a une situation préoccupante de la sécurité à l'Est, mais il tient de préciser que Kinshasa, la situation sécuritaire est relativement stable. Alors, nous profitons de l'occasion pour informer à notre population de Kinshasa de ne pas céder à l'intox. Alors, il s'est propagé beaucoup de faux bruits, beaucoup des alertes fausses qui a essayé d'instaurer l'intox, mais également la psychose par rapport aux faits qui ne sont pas justement réels. Alors aujourd'hui, nous profitons de l'occasion sur justement les orientations du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour préciser à la population de ne pas céder à la stigmatisation, à la division de nos communautés. La ville de Kinshasa est stable, nonobstant quelques faits bénins signalés, de braquage, et puis voilà, des infiltrations non autrement identifiées, mais les enquêtes se poursuivent pour que ces malfrats soient déférés devant les instances judiciaires. Nous profitons de l'occasion pour appeler les Kinois à l'apaisement et leur demander d'évacuer librement à leurs préoccupations.
et que toutes les institutions sécuritaires sont prises en charge. L'armée et la police sont justement là pour accompagner toutes ces mesures afin que les Kinois puissent continuer à vivre paisiblement dans l'étendue de la ville de Kinshasa. D'abord, nous devons préciser qu'en disant que la situation sécuritaire est relativement stable, Kinshasa, c'est une ville à 20 millions d'habitants. Et les grandes villes sont très souvent généralisées par la criminalité urbaine. Alors, nous disons que ce sont des faits bénins. Vous voyez? Bien qu'on a observé peut-être quelques jours où les braquages ont eu lieu, mais ici aussi d'informer l'opinion. Il y a un groupe qui est déjà arrêté, déféré à la justice, et nous allons vous les présenter d'ici peu. Et de ce groupe-là, nous sommes déjà sur la piste d'autres groupes qui continuent à opérer. Et nous assurons à la population que la ville est stable sécuritairement. Et il y a encore des dispositions qui ont été renforcées par la police et l'armée, afin que nous puissions vivre paisiblement dans la ville. Dans ce journal également, les forfaits commis par de criminels à main armée, notamment de braquage, assassinat, ainsi que des difficultés de transport à Kinshasa, inquiètent plus d'un observateur. Dans une interview accordée à Social Télévision, le député provincial et président de la commission PAJ, l'honorable Nicolas Wemankoy, condamne ces actes et a rassuré que de mesures urgentes sont en train d'être mises en place pour lutter contre ce phénomène. Pour le problème de l'insécurité de la ville de Kinshasa, il s'est observé les cas de braquage au niveau de Pigeon, dans la commune d'Engaliema, au niveau de la commune de Kinshasa et au niveau des Bandales et dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa. Je pense que les autorités sont au courant et elles sont conscientes par rapport à cette situation. C'est une situation qui urge. Il va falloir que le gouvernement provincial puisse mixer les efforts ensemble avec le gouvernement national pour pouvoir mettre l'état de nuire tous les bandits qui dérangent la quiétude de nos populations. Je pense que les mesures fortes doivent être prises. Par exemple, la patrouille mixte entre les militaires et nos policiers, ça va permettre, on sait, que les cas d'insécurité puissent diminuer. Il va falloir également que le gouvernement provincial puisse doter la police des engins, notamment les voitures, et les véhicules appropriés, mais également les motos, parce qu'il y a des quartiers qui sont enclavés. Il va falloir que les policiers soient équipés comme on a vu ailleurs dans le Congo central. Il y a quand même eu des efforts qui ont été fournis par le gouvernement provincial pour permettre, on sait, que nos populations qui habitent la ville de Kinshasa puissent voir être sécurisées par les autorités provinciales. S'agissant du cas du transport, ça dérange. Même moi-même, député provincial, il y a des fois je prends la moto parce que lorsque vous avez un rendez-vous important et que la route, vous ne savez pas la prendre avec quiétude, il va falloir prendre des motos. Ce que nous demandons aux autorités est que si la mesure qui a été prise sur les sens uniques ne sait plus être observée parce qu'il y a un abandon total sur la rue, les usagers de la route n'observent plus cette mesure, il va falloir que le gouvernement s'impose. Parce que diriger, c'est aussi imposer l'autorité. Rendons-nous à présent à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, pour parler de la formation organisée par le Front national de la réparation des victimes de violences sexuelles, FONAREV en sigle, une formation axée à la justice comme droit fondamental afin d'accompagner les victimes de cet acte tout au long de leur parcours. Suivons ce reportage. Les violences sexuelles liées au conflit en République démocratique du Congo continuent de faire de ravages. Face à cette situation, les Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, via sa direction d'aide à l'accès à la justice, a lancé cette formation avec un objectif clair: mieux accompagner les victimes tout au long de leur parcours vers la justice. Cette formation organisée à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, comprend 2 sessions sur la justice transitionnelle,
le droit de victime ainsi que des exercices pratiques et de tests des niveaux. C'est ce qui a amené l'État congolais à mettre en place cet établissement public. En plus des échanges sur le défi et les meilleures pratiques d'accompagnement, la formation insiste sur l'importance de l'accès à la justice comme droit fondamental. Depuis sa création en 2022, les FONAREF multiplient les initiatives pour améliorer l'accès à la justice et allouer les réparations aux victimes. Avec cette nouvelle étape, l'espoir d'une justice plus accessible et plus équitable semble se concrétiser un peu plus en République démocratique du Congo. Toujours dans ce journal, le lancement officiel du projet matérialisation de la revanche du sol et sous-sol, facteur bénéfice économie pour les agents et fonctionnaires de l'État est intervenu ce mercredi 18 février 2025 lors de la cérémonie organisée dans la salle de conférence de l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé. Pauline Boyo et Héritier Toubilandou étaient sur place. Ici, c'est le président de la République qui, dans sa vision, qui a annoncé la revanche du sol sur le sous-sol. C'est dans la salle de conférence au CAPI de l'Institut national pilote de l'enseignement des sciences de santé où s'est déroulée la présentation et le lancement officiel du projet matérialisation de la revanche du sol et du sous-sol, facteur bénéfice économie pour les agents et fonctionnaires de l'État ce mercredi 19 février 2025 et ce à l'initiative de Jean-Fidèle Boyo, président national du syndicat national des professionnels de la santé. Le projet Mars FBC est une approche d'assurance vie. Cette initiative novatrice vise à valoriser les ressources agro-vétérinaires du sol congolais comme alternative économique du secteur minier traditionnel. Et ce projet vise le développement socio-économique d'abord de l'agent fonctionnaire de l'État et puis de la communauté congolaise en général. Ce projet prépare le fonctionnaire par rapport à sa retraite. Ce projet va accompagner ceux qui sont déjà retraités. Raison pour laquelle nous disons aujourd'hui devant cette situation de guerre, c'est une opportunité pour la République démocratique du Congo parce que nous avons aussi entamé la guerre d'alimentation. Notre économie est centrée sur l'extérieur et maintenant ces Occidentaux, ces pays voisins vont nous faire souffrir. Voilà, une pièce intemporelle du vestiaire masculin. La cravate tire son origine de la déformation du mot croate, accessoire qui ajoute une touche d'élégance qui se vend et se négocie entre 5 000 francs et peut coûter même au-delà de 100 $. Titi Bakamba nous en fait les points. Accessoire masculin dont la longueur varie entre 1,4 mètres et 2 mètres, la cravate tire son origine de la déformation du mot croate. Au XVIIe siècle, sous Louis XIII, la cravate était un attribut vestimentaire particulier d'un régiment de hussards croates dont l'uniforme comprenait une écharpe blanche et cette mode a gagné la cour de France. Ce régiment de cavalerie légère recevra de Louis XIV le nom de Royal Cravate. Accessoire de costume pour les grandes occasions, la cravate reste un élément réglementaire de certaines professions. La cravate est à ce jour considérée comme un accessoire trop sérieux, symbole de conformisme, de bureaucratie, de technocratie et de pouvoir. La cravate est choisie pour sa qualité esthétique. Les étoffes les plus employées pour confectionner une cravate sont la soie, la laine, le lin, le polyester et le cuir. La cravate permet de maintenir le col de la chemise et de mieux se tenir ainsi qu'ajouter une touche d'élégance. Nous sommes aussi des conseillers vestimentaires. Donc quand quelqu'un veut mettre un costume, il faut marier le costume et la cravate. Vous voyez, si vous avez peut-être, je peux donner un exemple, vous avez un complet, bien une veste de couleur bleu marine ou bien bleu nuit. Vous mettez une chemise blanche à l'intérieur, vous pouvez mettre une cravate rouge bordeaux ou un bleu là qui fait assortir la chemise qui est à l'intérieur.
pour faire la beauté de l'habillement. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde de porter la cravate. Il y a ceux qui mettent de veste et qui ne mettent pas la cravate. On peut mettre la veste et une chemise sans mettre la cravate et ça ne fait rien. C'est pas condamné de mettre la veste et accompagner avec la cravate. Non. Hein? C'est pas vraiment nécessaire. Donc c'est pas. Donc la cravate, on peut la mettre sans veste, on peut la mettre avec la veste. Voilà. La cravate, cette petite touche d'élégance qui a traversé les âges, se vend entre 5 et 7 000 francs congolais de seconde main dans les rues de Kinshasa. Dans les magasins et boutiques de luxe, les prix vont d'une dizaine de dollars américains à 50 voire 100 et même plus. Un simple accessoire aux allures d'un bijou. Parlons sport à présent pour boucler ces journaux. La République démocratique du Congo est prête pour entamer la dernière fenêtre d'éliminatoire de l'Afrobasket Angola 2025 en séance d'entraînement. Michel Perrin, entraîneur principal des Léopards, rassure que l'effectif est prêt pour ces derniers virages. Christopher Chitamba nous en fait les points. À l'exception de Isaac Mouchila, qui a déclaré forfait en dernière minute et remplacé par Henri Mpoo, l'effectif affiche complet au Maroc. De quoi donner une idée fixe, surtout le groupe à l'entraîneur principal. Henri Perrin retrouve des nouveaux visages qu'il doit suivre avec une attention particulière. Le cas du meneur Koumatoto et l'intérieur Franck Niembo, tous deux venus de Chausport de Bukavu. Les deux joueurs en seront à leur première avec l'entraîneur français. Que la volonté est toujours là, l'envie, on sent un groupe qui est sain et qui est réceptif, qui a vraiment envie. Maintenant, on attend avec hâte l'arrivée des deux derniers joueurs pour compléter l'effectif. Et puis, on sera prêt pour vendredi. On est tous contents d'être là. Je pense qu'on est heureux de se retrouver, de passer une nouvelle étape dans le développement de cette équipe. Surtout dans un contexte pour les gens du pays où c'est compliqué. Donc, je pense que tout le monde est heureux de jouer au basket. Arrivé mardi dernier, Maxi Chamba amène son expérience dans une équipe métamorphosée depuis quelques regroupements. Le meneur de Maubeuge se dit prêt à se lancer dans la bataille pour décrocher le Graal. Ouais, ça va très très bien, ça va. Il y a des nouveaux joueurs, il y a des jeunes joueurs aussi, donc tout le monde a la place. Hein. Je pense qu'on va continuer de travailler. Moi, je pense que c'est facile. Hein. Il n'y a pas vraiment grande chose à compliquer, quoi. Qualifier, d'être qualifié, c'est tout. Hein. Ça va? On est qualifié, donc c'est ça. Rappelons qu'une victoire enverra illico les Léopards en Angola pour affronter la 31e édition de l'Afro-Basketball au mois d'août 2025 prochain. Vous l'avez certainement compris, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de Social Télévision. Restez-nous toujours fidèles. Au revoir.